Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Clémentine Autain. Le président de la Cour des comptes a donc remis aujourd'hui son audit des comptes du budget au Premier ministre. Le budget présenté par le précédent gouvernement qui a été jugé insincère. Je cite le président de la Cour des comptes. Des recettes ont été surestimées, des dépenses minorées. Résultat, un trou de 8 milliards d'euros. Ça veut dire probablement que de nombreuses promesses de campagne vont devoir être remisées. Votre réaction? 8 milliards, pas très difficile à trouver. Il s'agit par exemple de revenir sur les 40 milliards du CICE. Vous savez, ce fameux pacte, cet argent qui a été donné aux grandes entreprises et qui n'a pas permis de créer des emplois. Pof, 40 millions d'euros, pardon, je peux vous dire qu'on va les trouver très très facilement. Milliards, pardon, excusez-moi. Puis vous voyez, c'est 40 milliards. Et on était sur 8 milliards. Donc on est vraiment sur des possibilités en termes de recettes énormes. Vous avez la même chose sur l'évasion fiscale. Vous savez qu'il y a entre 60 et 80 milliards qui disparaissent aujourd'hui chaque année dans les paradis fiscaux. Ça fait partie de l'insincérité des comptes. C'est-à-dire qu'ils disent on n'a pas eu autant de rentrées des évasions fiscales qu'on l'aurait imaginé. Oui, mais il faut mettre les moyens pour aller chercher l'argent. Il faut durcir les lois. Or, ce n'est pas ce qu'a choisi de faire le précédent gouvernement et je ne crois pas du tout que ce soit la ligne que veut suivre ce gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que la politique de respect de ce qu'on appelle la règle d'or imposée par Bruxelles, qui vise toujours la même logique, de réduire les dépenses publiques. Elle n'est pas imposée par Bruxelles, c'est la France d'abord qui en avait eu l'idée et qui l'a signée comme une grande. Je vous remercie de souligner que la France est une actrice de cette Europe-là et qu'elle n'a pas mené la bataille à l'échelle européenne pour justement réorienter les politiques européennes. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les politiques d'austérité telles qu'elles sont menées, elles produisent de la récession économique, donc du chômage, mais aussi un creusement des inégalités sociales et territoriales. Donc, c'est une logique que nous contestons. Il vaut mieux laisser filer les déficits, la dette, la faire payer par nos enfants et nos petits-enfants? Ce qui aujourd'hui produit de la dette, c'est une politique de réduction des dépenses publiques. C'est ça qui creuse la dette. Si on a... Qui creuse la dette, pardon, c'est trop de dépenses et pas assez de recettes en l'occurrence. C'est ça qui creuse une dette. Mais non, vous pouvez même augmenter les dépenses, ça dépend quelles dépenses. Si vous avez des... Puis qu'est-ce que c'est une dépense? La culture, l'éducation, c'est un coût, c'est ça que vous voulez dire, comme le travail. Donc je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il faut investir par exemple dans la transition énergétique, qui sera un moyen de créer de très nombreux emplois. Et ce qui compte, c'est le caractère vertueux. Il faudrait dépenser plus. Pour résoudre les problèmes de trop de dépenses, il faut chercher du côté des recettes. Je vous ai dit 40 milliards avec le pacte de responsabilité, des milliards sur l'évasion fiscale. Vous avez des milliards encore sur toute une série de niches. Vous pouvez aussi être créatif en termes de réforme fiscale pour faire payer les plus riches. Et je constate que ce gouvernement a déjà décidé de faire payer les plus pauvres. La hausse de la CSG, c'est-à-dire pour les retraités. Vous savez qu'à partir de 1 200 € de retraite, on est considéré par ce gouvernement, soi-disant comme riche. Il va y avoir une hausse et qui va payer? Ce sont toujours les mêmes. Seule conséquence annoncée pour l'heure par le ministre du Budget, Gérald Darmanin, ce soir, il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Ça résout le problème à hauteur de 2 milliards. J'imagine que vous allez dire, on tape sur les fonctionnaires, encore une fois. Bien sûr, le gel du point d'indice est un problème dans notre pays. Ça fait partie aussi des choses qui sont profondément injustes. Au nom du fait que les fonctionnaires ont une sécurité de l'emploi, on vous dit maintenant on arrête d'augmenter vos salaires alors que le coût de la vie, lui, il augmente. Donc il y a bien un problème structurel avec cela. Et la chasse qui est faite aujourd'hui à l'égard des fonctionnaires, cette stigmatisation, oui, en effet, elle ne nous convient pas. Ce sont des agents qui mènent des missions de service public, qui sont donc utiles. Et à partir du moment où le coût de la vie augmente, je ne vois pas pourquoi leur salaire serait gelé. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Et je crois que nous avons encore une fois besoin de changer de logique profondément pour redonner du souffle à l'économie et surtout du sens, je vais vous dire du sens à l'économie. Parce que, en effet, les besoins de la population ne rentrent pas dans leurs comptes et dans leurs objectifs. Clémentine Autain, si vous le voulez bien, on va essayer de faire des réponses peut-être un peu plus courtes. J'ai plein de questions à vous poser, il nous reste 12 minutes, mais ça va passer très vite. L'Élysée a publié aujourd'hui la photo officielle du président de la République. Alors dans le détail, on va la voir cette photo, une horloge, on la voit à droite, dont il veut être le maître des horloges. Du Gide et du Stendhal aux éditions de la Pléiade, c'est juste en dessous. Les mémoires de guerre du général de Gaulle, c'est sur la gauche, ouverte évidemment, des mains agrippées au bureau, comme pour dire finalement, je tiendrai bon. Cette photo va finir dans tous les bâtiments publics. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Je vois qu'elle a inspiré en tout cas beaucoup de commentaires dans la presse. Cet homme est visiblement une forme de génie en communication, d'après tous les commentateurs. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de papiers, beaucoup de commentaires sur cette photo et beaucoup moins sur un sujet d'actualité qui devrait faire la une et sur laquelle vous auriez pu me poser les questions. Je veux parler des révélations qui ont été faites aujourd'hui dans la revue 21 sur tout simplement la responsabilité de la France
de la France, de l'État français, de la BNP aussi, mais de l'État français dans le génocide au Rwanda. Donc moi, je demande très solennellement... On peut en parler, mais on reparlera de cette photo après, si vous le voulez bien. Alors, oui, mais c'est important, pardonnez-moi, parce qu'on commente énormément l'image, on le trouve sympathique, on trouve qu'il est... Il y a plein de choses importantes et on n'aura pas assez des 11 minutes qui nous restent. Alors, parlons du Rwanda. Je suis en train de vous parler d'un génocide qui a été un des plus rapides de l'histoire et qui a coûté la vie à 1 million de personnes au Rwanda. Je veux juste que vous entendiez cela. Bon, il y a une responsabilité de la France qui, visiblement, a armé les Hutus. Donc je demande solennellement à ce que l'État français, et donc le président de la République qui est en photo ici, tout simplement permettent l'ouverture des archives pour que la vérité soit connue sur ce drame qui est un drame mondial, inacceptable et malheureusement particulièrement méconnu. Alors je ne veux pas ne pas répondre à cette photo, mais si vous voulez, moi cette photo, je la regarde, je sais qu'elle est photoshopée, je sais qu'elle est très commentée et que Emmanuel Macron est sans doute un maître dans la communication, mais cela ne peut pas masquer, comment dirais-je, le caractère un peu monarchique, le style un peu monarchique du personnage. Il est plus fort que Jean-Luc Mélenchon en communication ? Il est plus fort que Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un maître en communication aussi. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Non, et c'est important la communication. C'est ce que j'allais dire. Vous savez l'utiliser, la communication politique. En termes de fond, la France insoumise. En termes de fond, de contenu, de perspective. Il a moins de contenu que Jean-Luc Mélenchon. Permettez-moi de dire qu'il n'y a pas photo. Cette photo, on va peut-être arrêter sur cette photo d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon a décidé qu'il n'irait pas au Congrès à Versailles. Justement, Emmanuel Macron a réuni le Parlement. Il veut fixer sa feuille de route. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est d'accord? Nous l'avons décidé. Oui, c'est une décision de groupe que nous avons prise. Ça ne vous intéresse pas de savoir ce qu'il a à dire, le président, aux parlementaires? Écoutez, il suffit d'allumer la télé pour savoir ce qu'il va dire. D'abord, il escamote le débat parlementaire, puisque vous savez que il vient présenter ce qu'il a à dire, et ensuite il s'en va. Donc nous pouvons nous exprimer, mais le président de la République ne nous écoute pas. Or, le lendemain, bien sûr, mais le lendemain, le Premier ministre, bien sûr, je vous confirme, nous sommes pour une nouvelle République, pour une 6e République. Donc effectivement, cette constitution, cette façon démocratique de fonctionner ne nous convient pas. Mais je constate que Emmanuel Macron se moule dans les pires travers de la 5e. Mais vraiment. Et donc le lendemain, mardi, le Premier ministre va demander la confiance au Parlement. Donc il va dire quelle est sa feuille de route. Donc il lui grille la politesse. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer devant le président de la République. Donc nous estimons que c'est une totale mascarade. La politique et qu'il n'y a aucune raison. C'est pas la chaise vide. C'est une autre forme de chaise pleine. C'est une expression démocratique pour vous, la politique de la chaise vide? J'estime que quand la démocratie est escamotée et qu'on veut d'une certaine manière nous faire assister... Mais vous avez été élu député, c'est quand même pour siéger. Et je siège au Parlement. Premier congrès, vous n'y allez pas? Je vais même vous dire autre chose. Non seulement j'ai été élue pour siéger, mais j'ai été élue pour me battre sur toute une série de lois. Lundi à 17h, nous devons déposer les amendements concernant le projet de loi sur les ordonnances sur la casse du droit du travail. Et bien voilà, moi je serai au travail avec mes collègues parce que nous avons à déposer ces amendements. Et celui qui escamote le débat parlementaire, c'est précisément ce gouvernement et cette majorité. Vous avez vu le spectacle cette semaine? Vous avez vu le spectacle quand même. Vous y avez participé au spectacle, si on parle de spectacle. Mais qui a commencé le spectacle? Vous vous rendez ne pas pas compte? se lever, ne pas applaudir quand François de Rugy a été élu. Mais nous ne sommes pas élus pour soutenir la majorité présidentielle. On ne respecte pas le protocole, on arrive sans cravate. C'est pas ça le spectacle? Alors excusez-moi, Je vous pose des questions. Nous avons un vrai avec désaccord. Vos mots à vous. Exactement, nous avons un vrai désaccord là-dessus. C'est pas du spectacle, ça. Non, la cravate. Quand on a la cravate à l'entrée mais qu'on l'enlève pour être à l'intérieur, c'est pas du spectacle. Ce que nous avons voulu dire avec cette cravate, d'abord, c'est nous entrons à l'Assemblée nationale, mais nous restons nous-mêmes. C'est la première chose. Et donc certains... Mais à l'extérieur, il a la cravate, Jean-Luc Mélenchon, et d'autres députés aussi. Il a été, à ce moment-là, solidaire de ceux qui ne la mettent pas. Donc il reste plus lui-même alors, à ce moment-là. Donc c'est bien du spectacle. Non. Écoutez-moi jusqu'au bout. Détendez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. Je suis très détendu, moi. Je sais que vous avez la cravate, mais vous allez voir, vous allez ça ne me dérange pas, je peux aussi l'enlever. Donc la cravate, certains ne la mettent pas et n'ont pas envie de se déguiser. Ils ont été élus tels qu'ils sont et ils veulent rester et ne pas être, rester comme ils sont. Alors je sais bien qu'on nous explique que quand on licencie à bras raccourcis, qu'on casse le droit du travail, etc., c'est la modernité. Et quand on veut ne pas mettre une cravate à l'Assemblée nationale, ce serait dénier la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et il y a des combats qui ont été menés là-dessus et je suis bien placée parce que je suis une femme, une féministe, et que je peux vous dire que la première femme qui est entrée en pantalon à l'Assemblée nationale alors que c'était interdit, justement, elle a posé un acte qui était un acte fort de subversion des normes. Donc c'est de la subversion de ne pas mettre la cravate à l'Assemblée alors? C'est un questionnement sur les normes. Est-ce que c'est pas plutôt pour faire nationale. peuple, tout simplement? Voilà. Et c'est pas faire. Vous avez vu notre groupe? Vous avez vu qui est? Nous avons présenté à la présidence de l'Assemblée nationale une femme qui est aide-soignante, qui s'appelle Caroline Fiat. Voilà, c'est pas pour faire peuple. Notre groupe est davantage à l'image du peuple. Je pense que
un certain nombre d'autres groupes. Donc nous voulons rester nous-mêmes. Vous vous sentez plus légitime pour représenter le peuple que d'autres groupes comme La République En Marche, par exemple? Évidemment qu'on se dispute cette représentativité. La seule chose que je peux vous dire... Mais est-ce que vous vous sentez plus légitime? On a le sentiment, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, qu'il se sent plus légitime pour parler au nom du peuple et pour dire qu'il représente le peuple. C'est un enjeu et nous pensons que notre programme, notre projet est mieux à même de défendre les intérêts des catégories qui aujourd'hui souffrent des politiques qui sont menées. Je parle des ouvriers, des employés, des précaires, des femmes, des personnes issues de l'immigration qui subissent le racisme, de beaucoup de personnes qui aujourd'hui forment le peuple et ne se sentent en effet pas représentées dans cette Assemblée nationale. Et je vais vous dire une chose de très sérieuse et grave, c'est que le Parlement, aujourd'hui, il présente une majorité très confortable pour le président de la République. Mais c'est une majorité de façade qui est liée un mécanisme de la Ve République et aussi au fait qu'un certain nombre de personnes ont voté Macron pour mettre dehors le Parti Socialiste et l'UMP, les Républicains, qui ont géré ce pays depuis 30 ans. À chaque élection, avec on est élu pour des raisons, en positif et en négatif. Là, il y a une vague quand même un peu singulière. La seule chose que je crois, c'est qu'il n'y a pas de majorité d'idées pour toute une série de projets que veut mettre en œuvre le président Macron. Il n'y a pas de majorité sur la casse du droit du travail dans ce pays. 2/3 des Français ne veulent pas d'une nouvelle loi travail de type El Khomri. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une majorité pour constitutionnaliser l'état d'urgence. Quand vous voyez, par exemple, que Jacques Toubon, défenseur des droits, les Français ont quand même tranché. A les dit élections que c'était sont passées, dangereux. Clémentine Autain, ça vous a pas échappé. Les élections, c'est fini, c'est passé. C'était hier et avant-hier. Bien sûr, mais je suis en train de vous dire qu'en dépit de Ils ont cette tranché, élection, les Français, on est d'accord. En dépit de cette élection, il y a eu beaucoup d'abstention, vous l'avez subi aussi. Vous avez été élu avec 17,5% des voix, vous-même, Clémentine Autain. Vous parlez de 17,5% par rapport au suffrage. J'ai fait 37. Oui. Vous parlez quand de vous parlez de Macron, monsieur, vous parlez de légitimité populaire. Non, mais moi je ne parle pas au nom de Macron. Là, je m'adresse à Permettez-moi de répondre à Autain. cette question-là. Alors, à combien a été élu monsieur Macron, si vous enlevez les Ayant abstentionnistes? Clémentine Autain en face de moi. 37,5% au premier tour. Donc ça fait effectivement 59,5% au deuxième tour. Vous, c'est 17,5%. Alors, à combien a été élu monsieur Macron? Vous, c'est 17,5%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous ne me répondez pas sur monsieur Macron. Mais parce que je n'ai pas monsieur Macron en face de moi. Si je l'avais en face de moi, je lui poserais cette question-là. En attendant, c'est vous. Je suis en Alors, train de qu'est-ce que ça vous inspire, être élu avec 17,5% des voix en parlant de légitimité, justement? Vous voulez qu'on parle de l'abstention? Record partout et en particulier dans les territoires populaires? Vous croyez que c'est de ma faute personnelle? Non, vous puisque vous dites qu'on est plus légitime pour représenter le peuple. C'est pour ça. Je suis en train de vous dire, monsieur... Vous savez, c'est un fil, cette discussion, cette interview. Je suis en train de vous dire, monsieur... Je rebondis sur ce que vous dites. Que monsieur Macron a réalisé 23%, je parle là comme mes 37% et demi, d'accord? Et c'est le chiffre que vous utiliseriez si vous parliez de monsieur Macron. Mettons sur les suffrages exprimés, ce que nous avons réussi à mobiliser, d'accord? Jean-Luc Mélenchon a fait 19,5%. Nous sommes une trentaine de cette famille politique à l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça démocratique, monsieur? Vous pensez réellement que sur 577 députés, notre famille politique, elle vaut 30 députés dans l'Assemblée nationale? Vous le croyez sérieusement? Les frontistes vous diraient notre famille politique n'en vaut pas 8. Mais c'est encore... Et c'est la réalité. C'est encore un autre débat. Je combats le Front National. Non, c'est pas un autre débat. Je combats le Front National. Il y a 2 groupes. 8 députés à l'Assemblée nationale pour le Front National. Ne me racontez pas que c'est la réalité politique du pays. Il y a 2 groupes qui prétendent avoir une légitimité un peu supérieure au nom du peuple, le vôtre et le groupe des communistes. Vous n'avez pas su vous entendre. Apparemment, lundi, vous ne saurez pas vous entendre non plus, puisque les communistes appellent à une manifestation devant les grilles du château de Versailles, où aura lieu le congrès. Et vous, ce sera plutôt à République, si j'ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon. Comment se fait-il que vous ne soyez pas capable, même un combat comme celui-ci, contre le congrès, de le faire ensemble? Je le regrette. D'abord, vous savez que moi, j'ai vraiment souhaité, tenté d'œuvrer pour que nous ayons un groupe commun. Rassemblés. Je pense que nous aurions été plus forts en étant une trentaine de députés rassemblés dans un même groupe. Ça n'a pas été possible, et ça n'a pas été possible notamment parce que André Chassaigne, le président du groupe communiste, n'a pas souhaité et a formé son groupe. Je vous parle de lundi maintenant. On en arrive à cette situation parce que du coup, il y a 2 groupes. Cela ne nous empêchera pas de voter à... Je ne sais pas, je ne vais pas annoncer de pourcentage, mais enfin... Globalement, nous voterons à peu près la même chose. Et dans les initiatives, ne vous inquiétez pas que nous nous retrouverons. Alors pour lundi, on va avoir des discussions. Nous avons pris des initiatives chacun dans les réunions de groupe. Mais ne vous inquiétez pas que face à Emmanuel Macron, nous ferons front commun. Et je pense même qu'il y aura encore de nouvelles personnes qui seront à nos côtés, nombreuses, et d'autres forces, sensibilités, courants politiques, pour tout simplement tenir tête à ce gouvernement qui entend mener une politique qui, je vous assure, ne sera que le prolongement de ce qui a été fait depuis 30-40 ans. Le 14 juillet, Donald Trump sera donc présent sur les Champs-Élysées pour le défilé. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'est pas le bienvenu. C'est quand même notre allié dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que rien que ça ne nécessite pas de faire des ponts avec un pays comme les États-Unis? Écoutez, en l'occurrence...
je trouve très curieux, en termes de symbole, que le 14 juillet, le président de la République... 14 juillet, c'est un symbole quand même. Dans notre pays, c'est la fête nationale, c'est un ancrage de ce qu'est notre pays, des droits de l'homme, de la Révolution française. Il ne respecte pas les droits de l'homme, Donald Trump? Vous trouvez qu'il respecte? Vous avez vu ce qu'il vient d'annoncer? C'est un président démocratiquement élu? Non, c'est un président. Alors, sur la démocratie, il y aurait quand même beaucoup à dire. Hein. Démocratiser quand ça vous arrange. Moi, je ne suis pas élu démocratiquement, mais Trump, lui, il n'y a pas de problème, il est élu démocratiquement. C'est un peu quand ça vous arrange. Je vais vous montrer deux, trois photos qui sont sorties sur Twitter par une suppléante d'un député de La République En Marche. Je n'ai pas fini sur Trump. Hein. Oui, mais c'est intéressant parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Regardez, Hugo Chavez, Bachar el-Assad, Raphaël Correa. Bachar el-Assad. Qu'est-ce que vous racontez? Si, regardez, c'est Jean-Luc Mélenchon avec Bachar el-Assad au milieu là. Alors vous me faites rire, je vais vous dire pourquoi. C'est que vous êtes en train de trier les bonnes démocraties des mauvaises. Vous nous dites quand ça vous arrange, Trump est un démocrate alors qu'il n'en est pas forcément un. Je dis simplement qu'on a des relations avec les États et que c'est comme ça et que parfois même on met des cravates d'ailleurs pour avoir des relations avec les États. Mais Jean-Luc Mélenchon met une cravate, il n'y a pas de problème, il va continuer à la mettre. Non, je vous parlais, regardez, tous ces hommes-là. Mais il y a des photos que vous montrez et des photos, je ne sais pas les circonstances de tout, avec Hugo Chavez, je vois bien, mais pour ce qui concerne les relations avec, par exemple, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le monde journalistique a été particulièrement silencieux. Et pourquoi vous ne répondez pas là-dessus? Mais parce que je ne sais pas quelle photo vous montrez, je ne la connais pas. Non, mais vous dites on ne peut pas recevoir Trump parce que ce n'est pas un monsieur bien. Mais ce n'est pas un chef d'État, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais là, en l'occurrence, il était ministre quand il était avec Hafez el-Assad. De quoi vous me parlez? Simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne sais pas de quoi vous me parlez par rapport à Jean-Luc Mélenchon. On est en train de parler des liens avec les États qui peuvent être nos alliés dans certains combats. Et je parlais du terrorisme avec M. Trump, par exemple. Mais je ne sais pas si nous avons la même vision, enfin pour le dire avec euphémisme, avec M. Trump dans ce doit être le combat contre le terrorisme. Monsieur Trump, qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui? Il a expliqué qu'il y avait toute une série de ressortissants de pays du Yémen, etc., qui n'auraient plus le droit de venir, ou en tout cas avec des conditions beaucoup plus dures. L'Arabie Saoudite ne fait pas partie des pays où il a décidé de rendre plus difficile l'accès. Pourquoi? Personne n'est parfait. Ce que je voulais dire, c'est que les États doivent avoir des relations entre eux. Et apparemment, même Jean-Luc Mélenchon est conscient puisqu'il l'a fait toute sa carrière. Monsieur, je suis en train de vous parler d'une symbolique sur le 14 juillet. Cet homme est un homme dangereux, climato-sceptique, dangereux pour les libertés publiques. Je ne crois pas que le symbole envoyé par le président de la République, une chose est de discuter avec Donald Trump, une autre chose est de lui offrir cette tribune dans ce moment qui incarne des valeurs françaises particulières et surtout de nouer des rapports de suggestion, des rapports de subordination avec les États-Unis, avec lesquels, je suis désolée, pour ma part, je ne souhaite pas que la France partage les objectifs internationaux. Merci Clémentine Autain d'être venue répondre à nos questions ce soir. On se retrouve pour le grand décryptage. On revient sur ce rapport de la Cour des comptes qui va changer beaucoup de choses pour le quinquennat. À tout de suite.